Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. Les épidémies de choléra au XIXe siècle, puis la grippe espagnole en 1918 qui a fait 50 millions de morts en un an, ont mis à jour la nécessité de coordonner les actions sanitaires à travers les frontières. Plusieurs entités de santé ont vu le jour au début du XXe siècle qui ont ensuite été regroupées au sein de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a été créée en 1948 avec comme déclaration fondatrice « La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. » Afin d'atteindre cet objectif, l'OMS commença par établir une classification internationale des maladies qui permit au monde d'utiliser un langage commun. En 1969, l'OMS introduisit le règlement sanitaire international sur le choléra, la peste, la variole et la fièvre jaune. Ce règlement établit des normes pour le commerce international ainsi que les voyages, notamment la désinfection des avions et des navires et les types de documents de santé dont les voyageurs devaient se munir. L'organisation a permis la quasi-éradication de maladies telles que la poliomyélite et la variole et a permis l'amélioration des soins de santé de base dans les pays les moins développés. En 1999, l'OMS a publié un plan d'action mondial pour la santé oculaire visant à réduire les déficiences visuelles évitables en tant que problème majeur de santé publique. Nous en parlerons dans cet entretien exceptionnel en 3 parties avec le professeur Serge Resnikov sur l'ophtalmologie mondiale et l'ophtalmologie humanitaire. Nous sommes très honorés d'accueillir le professeur Serge Resnikov, qui est consultant international en ophtalmologie et en santé publique. Il est professeur associé à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney et il préside l'Institut national de la myopie, la Brian Holden Vision Foundation, la Fondation Théa et l'Organisation pour la prévention de la cécité. Son expérience professionnelle comprend également des postes à responsabilité dans l'industrie et à l'Organisation mondiale de la santé, qui l'a invité à coordonner la mise en place de Vision 2020, dont le but est d'éradiquer la cécité traitable à moyen terme. Bonjour. Bonjour professeur Resnikov, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le podcast Ophtalmo. Nous allons commencer par l'ophtalmologie dans le monde. Une des premières actions de l'OMS en faveur de la vision a été l'éradication du trachome, qui a été initiée dans les années 50. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les étapes qui ont précédé le plan d'action Vision 2020 ? Alors effectivement, lorsque l'OMS a été créée en 1947, un des premiers programmes qui a été mis en place par cette nouvelle organisation, c'était l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique. Alors c'est pas très clair pourquoi l'OMS avait pris ce thème comme thème prioritaire, en même temps d'ailleurs que la variole, et on sait que l'OMS a réussi à éradiquer la variole. Mais en tout cas, voilà, le trachome a été un élément quasi fondateur de l'OMS. D'ailleurs, j'ai même connu, il y a des années de cela, quelques ophtalmos de différents pays qui avaient travaillé pour l'OMS un peu partout à travers le monde sur ce thème-là. Ensuite, ce thème est tombé complètement en désuétude, dans l'oubli. Et entre la fin des années 50 et le milieu des années 70, il n'y a eu qu'une petite poignée de gens qui ont continué à s'intéresser à ce problème, une poignée de pays aussi. Mais tout ce qui était oculaire est complètement sorti du radar de l'OMS. Et c'est finalement des organisations non gouvernementales et ce petit groupe de gens intéressés par le trachome qui ont réussi à le remettre un petit peu à l'ordre du jour. Et c'est à ce moment-là que le programme de prévention de la cécité a été créé à l'OMS. Juste pour dire qu'il a fallu attendre à peu près 30 ans pour qu'il y ait un programme qui s'occupe directement des problèmes visuels à l'OMS. Et d'ailleurs, le premier directeur de ce programme, le docteur Tarizo,
était en fait un bactériologiste spécialisé dans les chlamydiés. Il a fallu encore attendre quelques années, et qu'il décède d'ailleurs, pour que ce soit un ophtalmo qui devienne un directeur de ce programme. Ensuite, c'est l'onchocercose ou la cécité des rivières qui est devenu un petit peu le moteur. Pourquoi ? Parce que un médicament est apparu, un médicament efficace contre l'onchocercose, et qu'un laboratoire, le laboratoire Merck, a décidé de donner ce médicament autant de temps qu'il le faudra pour traiter l'onchocercose. Et c'est cette espèce de dynamique dans laquelle les ONG étaient très impliquées, qui a fait que quelques personnes, quelques personnalités, je dirais, ont pu mettre un peu d'argent, beaucoup d'énergie ensemble pour faire vivre ce programme. Voilà un petit peu la préhistoire, disons, de l'ophtalmologie internationale au niveau de l'OMS. Et donc vous avez intégré l'OMS à la fin des années 90 en tant que coordonnateur de la prévention de la cécité et de la surdité. Et vous avez mis en place le plan d'action prioritaire de l'OMS appelé Vision 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors, justement, au moment où je rejoignais l'OMS, il y avait ces activités dans le domaine de l'onchocercose, peu de choses dans le domaine du trachome, beaucoup d'intérêt, mais pas forcément grand-chose dans le domaine de la cataracte, et quelques individus, voilà, qui avaient envie de faire bouger les lignes. Mais pour faire bouger les lignes, il faut de l'argent. Et bien qu'il y avait à peu près une centaine d'ONG actives dans la lutte contre la cécité, lorsque l'OMS organisait des réunions, on discutait beaucoup. Alors il y avait une réunion, on tournait un petit peu autour du monde pour que tout le monde soit impliqué, etc. Et celui qui était le directeur de l'époque du programme, Björn Tillefors, était exaspéré de toutes ces discussions et du fait que finalement rien ne se passe. À ce moment-là, on a eu l'idée, on était un tout petit groupe, on a eu l'idée de dire, plutôt que de se réunir dans cette espèce de conclave annuel, essayons de repérer les quelques individus, les quelques ONG qui peuvent mettre un peu d'argent sur la table, et commençons par faire des choses concrètes. Et il y a eu 2 ONG qui existent toujours, qui sont toujours très actives, la CBM et Sightsavers, qui ont dit OK, banco, on va mettre à l'époque $50 000. Alors c'est pas des sommes colossales, hein. C'était un peu plus à l'époque, mais on va faire des choses ensemble. Et à ce moment-là, on m'a demandé d'aller visiter quelques pays et de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, et ainsi de suite. Et finalement, l'idée est venue de se dire, on va, plutôt que d'essayer de faire tout, on va se concentrer sur quelques objectifs précis pour lesquels on essaiera peut-être d'obtenir des financements. En fait, la logique sur laquelle on s'est appuyé à ce moment-là est de se dire, voilà, en fait, concentrons-nous sur les problèmes oculaires pour lesquels il y a des solutions. Pas besoin de faire de la recherche pour trouver des nouvelles molécules, des nouvelles techniques chirurgicales, etc. Occupons-nous de la cataracte, du trachome, de l'onchocercose, des problèmes de cécité infantile, et prenons en charge la basse vision. Voilà, c'était ça les 5 priorités du moment. Il faut pour cela former du personnel. Ça, c'était la formation, c'était donc le 2e pilier. Et le 3e pilier était de dire, il ne suffit pas de former du personnel, il faut aussi que les gens aient une infrastructure, des équipements, des consommables, des médicaments pour pouvoir
travailler. Apprendre aux gens à opérer la cataracte s'ils n'ont pas un microscope et s'ils n'ont pas on parlait même pas d'implants à l'époque, hein. Mais s'ils n'ont pas, à l'époque c'était beaucoup des problèmes de fil de suture. Enfin, bref, il faut que l'intendance suive. Voilà, c'était en fait donc une idée assez simple, et de dire on va commencer ça non pas à l'échelle des pays directement, mais plutôt c'est quelque chose à mettre en place région par région ou district par district. En commençant là, on peut le faire. Voilà, l'idée de Vision 2020, c'était ça. Alors d'ailleurs, même le nom de Vision 2020, alors c'est venu en anglais, Vision 2020, c'était en fait une espèce de jeu de mots en utilisant l'année 2020 comme l'année où on allait régler le problème, tout ceci se passant en 99. Donc, on va régler tout ce problème-là, mais de façon progressive. Et ces maladies qui étaient choisies à ce moment-là, elles ont évolué. Et c'est intéressant pourquoi elles ont évolué. Elles ont évolué en fait dans une large mesure parce qu'on a commencé à faire des études épidémiologiques, et il a fallu choisir quelles affections principales on allait considérer. Et à l'époque, la définition de la cécité, qui était une acuité visuelle avec correction inférieure à 1/20, excluait complètement tout ce qui était problème d'amétropie, puisque ce qui était utilisé comme définition, c'était avec correction, en faisant quelque part l'hypothèse que tout le monde avait les lunettes dont il pouvait avoir besoin, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et c'est peut-être une de mes contributions majeures à tout ça, c'est qu'il m'est venu à l'idée de changer la définition. Pour changer la définition, on ne change pas des définitions, même quand on travaille au sein de l'OMS assez facilement. Il faut apporter les preuves, etc. On a commencé à récupérer des données sur les vis de réfraction non corrigées. On a modélisé un peu ça. À l'époque, les modélisations étaient beaucoup plus élémentaires que ce que l'on fait aujourd'hui, mais on s'est aperçu qu'il devait y avoir à peu près 250 millions de personnes dans le monde qui avaient besoin de lunettes et qui n'en avaient pas. Et donc, du coup, rien qu'en changeant la définition, en fait, on s'est aperçu que le problème qui était le plus important en termes de nombre était les amétropies non corrigées. Et alors donc du coup, voilà, on a rajouté les amétropies non corrigées comme une des priorités dans cette affaire. Et voilà, le Vision 2020 s'est développé comme ça au cours entre donc la fin des années 90 jusqu'en 2020, quand on a atteint l'année fatidique où il était prévu de faire beaucoup d'activités, de quelque part célébrer un petit peu tout ce qui avait été réalisé. Et en fait, on a célébré le Covid. Alors justement, aujourd'hui, quel bilan tirez-vous de ces 2 décennies de plan Vision 2020 et quelle est la suite de ce plan? Le bilan que j'en tire de façon personnelle n'est pas forcément le bilan que l'OMS et les ONG en tirent. Mais personnellement, je pense que c'est un bilan mitigé. C'est un bilan mitigé parce que quand on regarde les données épidémiologiques, et ça a été un peu une des conséquences de cette mobilisation, ça a été de réaliser des études épidémiologiques portant sur des échantillons représentatifs de la population en utilisant des outils qui ont été développés, des outils comme ce qu'on appelle le RAB, c'est le Rapid Assessment of Avoidable Blindness, qui permet de mesurer dans une population donnée quelles sont les causes de perte de la vision.
alors en termes de pourcentage de prévalence, en termes de cause. Donc on a une bien meilleure connaissance de la situation, pas partout, mais dans beaucoup de pays, et aussi on le voit dans certains pays à travers une répétition d'enquêtes qui font qu'on arrive à voir des tendances. Alors donc ce qu'on voit, c'est que entre l'année 2000 et l'année 2020, par exemple, en fait, la prévalence de la cécité n'a pratiquement pas bougé. La prévalence alors comment on dit ça en français, des déficiences visuelles modérées et sévères, c'est-à-dire des acuités visuelles comprises entre 3 dixièmes et 1 vingtième, elle a augmenté. Maintenant, si on utilise une méthode très standard en épidémiologie, on regarde ce qu'on appelle des prévalences ajustées, c'est-à-dire que on fait comme si la pyramide des âges de 2020 était la même que celle de l'an 2000. C'est pas le cas en réalité. Mais si on réajuste cela, on s'aperçoit qu'en fait, la prévalence de la cécité a baissé de 17%. Et la prévalence des incapacités visuelles modérées et sévères a baissé de quelques pourcents. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prévalence de la cécité continue à augmenter malgré tout ce que l'on fait à cause du vieillissement de la population. C'est-à-dire, en d'autres termes, on fait bien, on fait des progrès, mais on rame contre le courant. On tire des bords en ayant le vent dans le nez, c'est normal quand on tire des bords, mais on a aussi le courant dans le nez. Et en fait, malgré le fait qu'on marche à 20 nœuds, eh ben on recule. Voilà, pour donner un petit parallèle pour les navigateurs. Mais voilà, c'est-à-dire que d'un côté, oui, on fait des progrès, mais c'est pas assez. Et c'est ce qui est important à noter, c'est que quand on pense au vieillissement de la population, on pense essentiellement au vieillissement de la population dans des populations comme les nôtres, dans des pays industrialisés. Mais en fait, le vieillissement de la population, le rythme du vieillissement est encore plus important dans des pays à niveau économique modéré, comme par exemple l'Inde et la Chine, qui sont les pays les plus peuplés du monde. La Chine vieillit à un rythme absolument infernal, avec en plus les effets de l'enfant unique, etc. Même en Afrique, la population vieillit, même s'il y a une mortalité infantile qui reste trop importante. Ceux qui ont survécu aux épisodes de la mortalité infantile, généralement, vivent vieux. Et donc, toutes les pathologies qui sont liées à l'âge, comme la cataracte, le glaucome, les dégénérescences maculaires, etc., eh bien, elles augmentent. Voilà, donc, voilà, bilan mitigé, on a fait des progrès, mais on n'y arrive pas. Il faut faire bien davantage. Alors, c'est quoi la suite? Alors, la suite, à mon avis, on a raté le coche en 2020 de faire quelque chose qui aurait été un véritable rebondissement, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi parce que malheureusement, il n'y a plus, comme autrefois, un petit groupe de gens qui ont en même temps des idées et l'argent. Malheureusement, et j'assume ce que je dis, mais les grosses ONG qui ont les moyens, en fait, continuent quelque part à faire ce qu'on faisait avant. L'OMS, avec tout l'amour que j'ai pour cette organisation,
applique à la santé oculaire les grands thèmes qu'elle applique pour la santé en général, la couverture sanitaire universelle, c'est très bien. Les soins intégrés, centrés sur la personne, c'est très bien, mais c'est pas avec ça qu'on va avoir l'accélération et l'énergie qu'il faut pour aller plus loin. Les grosses ONG soutiennent voilà, les grands principes édictés par l'OMS, le rapport sur la santé oculaire de l'OMS, tout ça c'est très joli, mais personnellement, à mon avis, c'est pas assez. Il faut appuyer sur le champignon, il faut imaginer des approches différentes, simplement en disant qu'on va intégrer la santé oculaire dans la santé en général. Oui, c'est très bien, c'est d'ailleurs ce qui existe dans les pays industrialisés, mais on voit bien que les quelques modèles qui marchent particulièrement bien, comme on en voit en Inde, que ce soit à Elvi Prasad ou à Ravind, ce sont des modèles qui sont quelque part assez verticaux, qui prennent des problèmes comme la chirurgie de la cataracte ou l'élimination du trachome ou la prise en charge des vis de réfraction à bras le corps et de façon systématique et spécifique. Nous sommes aujourd'hui au seuil d'une véritable épidémie de myopie, puisque les prévisions sont de 50% de la population mondiale myope en 2050, voire 100% dans certaines régions d'Asie. On connaît les facteurs génétiques, mais également les facteurs environnementaux. Est-ce que l'OMS a prévu de jouer un rôle d'information ou d'éducation sur ce sujet de la myopie ? Alors, la position de l'OMS vis-à-vis de la myopie est intéressante. L'OMS prend des décisions qui sont basées uniquement sur des bases factuelles, evidence-based, ce qui est très bien. Mais les preuves factuelles arrivent lentement. Et puis, l'OMS c'est pas de la cavalerie légère, hein, c'est les éléphants. Ça avance. Une fois que ça s'est mis en route, ça va pas dévier et ça va avancer. Donc, disons que ce que j'observe, c'est que la position de l'OMS est un petit peu décalée dans le temps. C'est-à-dire que l'OMS a bien pris conscience que la myopie devenait un vrai problème. Il suffit de regarder les données même présentes, sans même les projeter dans l'avenir, pour voir que c'est un gros problème. Mais disons que la position de l'OMS sur la myopie est double en ce moment. D'une part, c'est les aspects correction de la myopie. Maintenant, en ce qui concerne les aspects de la prévention et de la freination, qui sont les deux mamelles, si j'ose dire, de l'attitude de santé publique vis-à-vis de la myopie. Alors la prévention, oui, l'OMS a commencé à intégrer, encore le mot magique, tout ce qui est davantage de temps dehors, la limitation du temps passé exclusivement en vision de près, etc., mais surtout le temps à l'extérieur, dans ces messages de promotion de la santé. L'OMS a même travaillé avec l'Union internationale des communications, ce qui est un petit peu l'équivalent de l'OMS, mais pour tout ce qui est téléphonie, télécom, etc., de développer des applications pour envoyer des messages aux parents d'enfants myopes, etc., pour travailler avec les ministères de l'éducation pour faire davantage de temps, d'accorder davantage de temps dehors aux enfants, etc. Donc l'OMS est effectivement directement impliquée, active dans tout ce qui est le domaine, disons, de la prévention. Par contre, la position actuelle de l'OMS repose
sur de la méta-analyse, de la revue de données scientifiques, mais qui est décalé, je dirais, de 2 ou 3 ans. C'est le temps c'est la chronaxie de l'OMS. C'est un petit peu comme les revues Cochrane d'ailleurs. Hein. C'est souvent un petit peu, il y a un petit peu de décalage. Alors c'est pour ça que un groupe comme le IMI, International Myopia Institute, a été créé de façon à quelque part compenser cette chronaxie en réunissant ensemble des gens qui ont de l'expertise dans ce domaine-là et qui font de la revue de littérature critique quelque part en temps réel. Et l'OMS s'informe, utilise ces données-là, les rentre dans ses propres procédures et voilà, produira ses propres recommandations, mais probablement avec un petit peu de temps de retard. Et voilà, on est dans un domaine qui bouge rapidement. L'OMS a su faire, par exemple, quelque chose de beaucoup plus agile à l'époque de la pandémie. Vous vous souvenez qu'à ce moment-là, ils avaient des recommandations qui étaient en fait remises à jour quasiment chaque semaine. Mais voilà, là aussi, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été accordés sur un thème particulier. Voilà, ce qui n'est pas le cas de la myopie. Vous pourrez retrouver très prochainement la deuxième partie de cet entretien consacré à la médecine humanitaire avec le professeur Serge Resnikoff. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.